About tariffs because a lot of companies from Canada are moving into the United States. You know, everybody's moving back into the U.S. and he's probably going to be asking about tariffs. They're losing a lot of companies in Canada. Alors, il va me parler des tarifs parce qu'ils sont en train de perdre beaucoup d'entreprises au Canada au profit des Américains. Hélène Buzetti, Chantal Hébert, Paul Journet, bonsoir. 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 Alors ça, c'était le contexte de M. Trump. Tour de table rapide, est-ce que là, il doit revenir néanmoins, M. Carney, après cette réunion de travail avec M. Trump, avec quelque chose, Hélène? Ben, écoutez, est-ce qu'il doit... C'est sûr qu'ils espèrent. Politiquement, mais... là, est-ce que là, on n'est pas... Est-ce que les Canadiens ne s'attendent pas à ça, là? Peut-être, mais en fait, en ce moment, là, on dégonfle les attentes. On n'arrête pas de nous dire en coulisses, ça n'arrivera pas. On va là simplement pour travailler, pour maintenir la relation. On est beaucoup dans cette expression « gardons les amis proches et les ennemis encore plus proches ». Donc, on veut juste s'assurer qu'on garde un canal de communication ouvert avec ce président très imprévisible, mais on ne s'attend pas à des victoires pour l'instant. Chantal, vous êtes du même avis qu'effectivement, il y a beaucoup d'efforts pour baisser les attentes du côté du bureau du premier ministre, là. Oui, et dans tous les scénarios, c'est toujours mieux de baisser les attentes que de faire le contraire. M. Carney l'a appris à ses dépens parce qu'il avait prédit une entente pour le G7. Après ça, c'était juillet. On se perd dans le calendrier. Alors, on n'est pas là-dedans. Mais évidemment, chaque rencontre avec Donald Trump comporte son lot de risques. Est-ce qu'il s'en va te rencontrer pour arriver à un résultat? Normalement, quand un président et un premier ministre se rencontrent, ça c'est dans l'ancien temps, il y a quelques années, c'est parce qu'ils ont une entente sur quelque chose. Là, on n'est pas là du tout. Et ce qu'on vient d'entendre, beaucoup de compagnies qui déménagent aux États-Unis, ils vont me parler de tarifs. Je sais pas. Moi, je trouve pas que c'est la meilleure invitation à souper que quelqu'un aurait reçue. Paul? Bien, les attentes, en effet, sont faibles. Ce qui pourrait... Le meilleur espoir de M. Carney, c'est qu'il y a un allègement pour un secteur des droits douaniers, mais les attentes sont faibles, d'autant plus qu'il y a deux négociations en parallèle. Essayer de suspendre toutes ces mesures punitives et aussi renégocier l'accord commercial là, qui va inclure un volet sécuritaire. Puis les attentes sont d'autant plus faibles que de toute façon, cette entente-là, c'est prévu pour 2026. Les dernières fois que les États-Unis ont entendu parler du Canada, ils étaient fâchés. Donc, juste peut-être cesser de faire des mesures qui donnent des munitions à Donald Trump pour y aller avec d'autres mesures punitives. Ça serait peut-être déjà ça de gagner, l'absence d'un recul additionnel, parce qu'il faut rappeler que les tarifs sont encore plus élevés qu'ils ne l'étaient il y a quelques mois. Et peut-être aussi, dernier élément, on a lu de la part d'un proche conseiller de M. Trump que la stratégie américaine pour la renégociation serait de diviser le Canada et le Mexique. Donc, de façon encore plus claire que la précédente fois, le Canada a intérêt, selon tous les experts là, que j'ai pu entendre, à négocier avec le Mexique pour essayer de rétablir un semblant de rapport de force. Donc, peut-être qu'il va être question de ça aussi. Voyons voir. En tout cas, ça va alimenter, bien sûr, la joute politique à Ottawa. Un petit extrait, M. Poilievre, M. Leblanc, et ensuite M. Legault et Doug Ford qui étaient en rencontre avec les gouverneurs. On écoute. Surely, after promising to negotiate a win, to have a deal by July the 21st, the Prime Minister's not flying all the way to Washington, D.C. just to have lunch. Mr. Speaker, was the Leader of the Opposition suggesting if the President of the United States invites you to go to Washington for a meeting and a working lunch, we should have just said no and hung the phone up? No, we're suggesting he actually keep his promise and negotiate a win. On espère que Mark Carney, demain, va réussir à convaincre M. Trump de reculer sur certains tarifs, de peut-être confirmer aussi ce qui s'en vient sur l'entente, le renouvellement de l'entente Canada, États-Unis, Mexique. And I'm confident that the Prime Minister is going to go in there and do a great job. He's a smart business person. Alors, M. Ford, d'ailleurs, très sympathique, Chantal, hein, toujours, envers M. Carney.
Oui, et qui parle, comme François Legault, de la réalité, c'est-à-dire personne n'en a la moindre idée de ce qui va se passer dans le bureau ovale demain. Mark Carney non plus, sauf qu'il n'y a pas vraiment le choix d'y aller. Évidemment, les Canadiens se disent, est-ce qu'il va y avoir un jour des résultats positifs? Il n'y en a pas eu là-dessus. Mais la deuxième question, c'est est-ce que M. Poilievre a une formule magique pour faire que ce soit différent? Et il n'y a pas de réponse là-dessus non plus. Alors, le problème de Mark Carney, c'est que plus les Canadiens se disent, parce que les électeurs ne sont pas déraisonnables, ils se disent, il n'y a pas moyen de s'entendre avec cet homme-là, et d'autre part, il ne respecte pas sa parole. Fine. Mais à partir de ce moment-là, on s'intéresse à d'autres sujets, comme le coût de la vie et autres. Et là, on voit un fléchissement dans les intentions de vote au niveau des libéraux à ce niveau-là. C'est-à-dire, oui, OK, vous ne pouvez pas régler, mais quand on arrive à la conclusion que personne ne pourrait régler, on s'intéresse à d'autres sujets. Et là-dessus, bien évidemment, le fardeau de la preuve est toujours sur le gouvernement. Hélène et Paul, est-ce que là-dessus, la renégociation 2026 de l'ALENA ne peut pas permettre à M. Carney de faire quand même du temps là-dessus, en disant c'est complexe, ces choses-là, c'est long, laissez-nous négocier. Hélène? Bien, je dirais deux choses. D'abord, je veux juste commencer par Pierre Poilievre. Il y a quand même beaucoup de bouffonnerie partisane là, de sa part, là, de dire, essentiellement, il exige une victoire. Écoutez, il n'y a personne qui le prend au sérieux. On le sait très bien à qui on a affaire, M. Trump, imprévisible, etc. Donc, exiger une victoire, c'est facile pour un chef de l'opposition, mais personne ne va prendre ça au sérieux. Mais pour répondre à votre question, et puis pour faire un peu le lien avec ce que Chantal vient de dire, c'est qu'il y a quand même des choses qui s'ajoutent. M. Trump semble nous soumettre au supplice de la goutte. Au début, il avait l'air d'avoir reculé un peu, puis là, finalement, il ajoute un petit 25 sur les armoires de cuisine, un 10 supplémentaire sur le bois d'œuvre. Là, on entend peut-être 25 sur les camions, etc. Les biens non conformes à l'accord de libre-échange qui passe de 25 à 35 Bref, ça recommence à s'accumuler et vient, à un moment donné, viendra peut-être le moment où on va se poser la question, est-ce qu'il ne faudrait pas reconsidérer des contre-tarifs ou en tout cas une réponse un petit peu plus musclée envers les États-Unis? Alors, on comprenait pourquoi le gouvernement Carney avait remisé ça. Il avait l'espoir de s'entendre, peut-être aussi en vue de cette renégociation dont vous parlez pour 2026. Mais là, à mesure que ça ne donne rien et que les États-Unis reprennent une position assez hostile, peut-être que la question va se faire plus lancinante. La question, Paul, de dire est-ce qu'on ne devrait pas justement répliquer comme on l'avait fait, comme on avait promis de le faire, et on avait retiré, comme dit Hélène, devant l'imminence d'une entente. Mais s'il n'y a pas d'entente jamais, ça pose ce problème-là, en effet. Oui, mais c'est que le Canada est victime de son faible rapport de force ou son rapport de force inexistant. Puis si on revient à la demande de M. Poilievre de revenir au pays avec une victoire, il n'y a aucun premier ministre du Canada ou d'un autre pays qui va aller dans le bureau puis dire à Donald Trump, là, changez, sinon c'est moi qui vais vous faire mal économiquement. Il y a un pays qui est puissant, puis un pays qui est une puissance moyenne. Devinez qui va gagner. Et on vient au dilemme des mesures contre-tarifaires. Bien, on entendait beaucoup d'analystes dire au printemps dernier que face à un intimidateur comme Donald Trump, il fallait se défendre. Le seul langage qu'il comprenait, c'était celui de la force. Bien, finalement, ça n'a pas fonctionné parce que peut-être qu'il est tellement orgueilleux que dès qu'on a été avec des contre-mesures tarifaires, les États-Unis, ils étaient en colère. Et ça explique, selon les témoignages qu'on a pu lire de gens de l'administration Trump, pourquoi le Canada a été particulièrement puni. Et donc, ne rien faire, ça n'apparaît pas comme un scénario souhaitable, mais en même temps, se défendre, quand on tape les États-Unis, ils tapent plus fort. Donc, vous voyez la difficulté de la position dans laquelle le Canada est. OK. Ça va, pour les gens, peut-être paraître un détail, mais ce n'est pas un détail. Le budget, ça, on le savait, présenté le 4 novembre. Mais désormais, dans l'avenir, les budgets seront présentés, nous dit-on, en novembre. François-Philippe Champagne, puis on revient tout de suite.
Quand on va en novembre, ça permet aux provinces, aux territoires de présenter leur budget habituellement en février-mars. Ensuite de ça, ça permet aux entrepreneurs de savoir, OK, quelles seront les mesures budgétaires fédérales et provinciales pour permettre de faire les travaux. Puis vous savez, quand on lance des travaux d'importance comme on a vu, bien, ça va mieux s'aligner. C'est pour ça que quand vous voyez dans les pays du G7, comme je dis, des budgets à l'automne, c'est plutôt la norme, c'est pas l'exception. Quand j'étais à Ottawa, M. Martin avait voulu faire ça, ça avait été oublié. Mais ce qui veut dire, ce qui m'intéresse, puis je veux vous entendre, Paul, c'est que, bon, le prochain budget 4 novembre, là, on s'imagine qu'il va y avoir une entente avec le NPD. Mais admettons, dans un an, novembre 2026, ça, c'est après l'élection du Québec, octobre 2026. Donc, est-ce qu'on nous a pas télégraphié la date de la prochaine campagne, Paul? Ça va être difficile d'avoir 2 campagnes électorales en même temps. Mais ça, je trouve que c'est un commentaire bref, c'est un bon exemple d'un cas où la décision est prise et ensuite on trouve l'argumentaire pour justifier la décision, pour faire comme si l'argumentaire avait précédé la décision et sans avoir pensé à toutes les complications que ça pourrait générer parce qu'il y a plusieurs provinces comme le Québec qui ont des élections à date fixe, puis ça occasionne le problème que vous avez bien souligné. Oui, mais ça sera après. Là. On aurait le temps d'aller, n'est-ce pas? Totalement. 4 octobre, le Québec, Paul. 4 octobre, vous dormez 2 nuits, puis vous recommencez 3 semaines après. Chantal, il reste que ce serait une saison où la probabilité d'élection va être plus grande, disons ça comme ça. Oui, mais c'est, en tout cas, selon moi, un rare cas où bonne politique publique rencontre bonne politique partisane. Dans le sens, cette idée de faire des budgets à l'automne, c'est objectivement une assez bonne idée. Ça permet aux députés qui vont approuver des dépenses pour l'année fiscale qui commencera plus tard, de savoir quelles dépenses ils approuvent, parce que quand on présente un budget, des fois, c'est après même la date. On approuve ensuite des dépenses qui sont incomplètes. Ça permet aux provinces qui font leur budget au printemps de savoir dans quel environnement ça se situe. Alors, au niveau de la politique publique, c'est difficile de trouver à redire là-dessus. Et c'est pour ça que Paul Martin voulait s'engager dans cette voie-là. Mais au niveau de la politique partisane, c'est aussi intéressant, dans le sens où si le gouvernement survit, et on s'entend, là, un gouvernement minoritaire, ça peut tomber sur toutes sortes d'autres choses. Mais la grosse épreuve, c'est le budget. Si le gouvernement passe cette étape-ci, la prochaine grosse étape, à moins qu'il y ait un scandale ou autre, serait à l'automne suivant. Quant à l'idée des élections, ben oui, en 2008, il y a eu des élections fédérales, puis tout de suite après, Jean Charest a décidé qu'il avait besoin de faire des élections pour avoir le contrôle parce qu'il y avait une crise financière et ça a marché pour lui, alors c'est pas impossible. Hélène, sur ce calendrier qui change et les impacts... Oui, bien écoutez, je suis totalement d'accord avec mes collègues. En fait, c'est une bonne politique. Vous avez raison de parler de Paul Martin. Il avait commencé en 2020, il avait fait en 2000, il avait fait un mini-budget qui avait eu préséance, donc ça lui avait permis d'avoir un budget à l'automne, en fait, décembre 2001. Puis après, bien, il n'a pas pu continuer parce qu'il s'est fait montrer la porte par Jean Chrétien et donc on est revenu à un budget du printemps. Mais ça fait des décennies que les parlementaires réclament ça pour pouvoir justement, comme dit Chantal, avoir une meilleure idée de ce sur quoi ils votent, mais aussi le milieu de la construction qui expliquait que les appels d'offres par les provinces, par les municipalités commencent trop tard dans la saison parce que par le temps qu'ils savent quel budget dont ils disposent, bien, voilà, on est rendu en mai, en juin, peut-être même en juillet. C'est déjà beaucoup très tard. Donc, c'est une bonne politique et bravo, mais oui, probablement qu'en ce moment, on a recouru à ça pour pouvoir mieux faire passer ce budget très tardif de cette année. Très bien. Danielle Smith, qui était à la Chambre de commerce, je crois, Chambre de commerce ce midi, donnait un discours à Montréal. On va l'écouter. Elle dit aux Québécois, elle dit au gouvernement, mais vous avez des ressources naturelles. Que faites-vous? Allez-y, le gaz naturel, vous en avez pas. On l'écoute. M. Charest, après, qui a commenté, et M. Duhem. I believe Quebec has a 200-year supply of its own natural gas.
they should develop their own natural gas so that they can wean themselves off their 100% reliability on America. So if Quebecers want to be strong and sovereign within a united Canada, starting by developing their own resources is number one. And we have some expertise in the regulatory environment. We have some expertise in the royalty environment. I'd love to see Quebec develop a new revenue source so that they can reduce the amount of equalization they get. Il y a une chose qu'elle dit qui est très vraie, c'est que si on veut se développer, ça nous prend de l'énergie. Et ça ne peut pas être une seule source d'énergie, impossible. Elle pose la bonne question, le bon diagnostic sur notre développement économique. D'ailleurs, le premier ministre Carney, rappelons-le, en fait un de ses grands objectifs, de faire du Canada une superpuissance énergétique. Donc, là-dessus, on est sur la même longueur d'onde. Comment y arriver? Bien, chacun ses priorités. Il est temps au Québec, puis c'est normal. Là, les Albertains disent on vous envoie de l'argent parce que nous, on exploite nos ressources, puis vous autres, vous avez la plus grosse réserve de gaz naturel non exploité au monde en dessous de vos pieds, puis vous choisissez de ne pas y toucher. Mais à un moment donné, il va falloir que vous décidiez soit que vous payez pour ça ou soit que vous l'exploitiez, puis on a besoin de cette énergie-là. Là. C'est une énergie de transition. Il serait temps que le Québec passe de la parole aux actes puis exploite son gaz naturel. Alors, vous voulez sortir de la péréquation? Dans votre sous-sol, il y a du gaz naturel. Paul, tour de table. Bien, j'étais là ce midi, probablement sur la dépendance du Québec au gaz américain. Mme Smith dit dépendance à 100 %, mais il faudrait voir c'est quoi le pourcentage du mix énergétique du Québec qui vient du gaz. C'est très, très faible. Deuxièmement, M. Charest lui-même, dans un autre aspect de sa réponse, il a dit, écoutez, c'est pas dans la culture du Québec, sur le plan de l'énergie, d'exploiter le gaz. Parce qu'il y a quelqu'un qui a essayé de faire ça, exploiter le gaz. Il s'appelle justement Jean Charest. Il a vu à quel point c'est difficile, tous les enjeux environnementaux que ça soulevait. Et donc, il n'avait aucun enthousiasme dans sa réponse longue pour ce que Mme Smith proposait, mais il l'a dit en termes très, très diplomatiques. Hélène? Oui, bien, en fait, Mme Smith, elle a à travers la gorge. En fait, en Alberta, on a souvent à travers la gorge cette péréquation dont on pense que le Québec est le grand bénéficiaire. Puis souvent même, on va dire, bon, c'est bien s'ils ont des garderies pas chères, c'est à cause de ça. C'est nous, dans le fond, qui leur payons leur garderie. Mais en fait, il faudrait rappeler à Mme Smith que chaque province fait ses propres choix politiques. Donc oui, peut-être qu'au Québec, on a décidé de renoncer à l'exploitation de ce gaz, mais elle, dans sa province, ils ont renoncé à mettre une taxe de vente, par exemple, ou d'avoir des impôts plus élevés qui leur permettraient peut-être de se payer eux aussi des garderies. Alors, évidemment, c'était une pique, mais il y a quelque chose de très profond. Elle y croit vraiment. Et en ce moment, moi, je pense qu'il y a souvent des belles ressemblances entre le Québec et l'Alberta, plus que l'on croit. Mais en ce moment, Mme Smith, elle est un peu toxique dans l'univers partisan et je pense pas que personne va vouloir s'associer à elle en ce moment. Oui, mais c'était peut-être une pique, mais comme vous dites, Chantal, elle y croit vraiment. Elle comprend vraiment pas pourquoi le Québec ne développe pas ses ressources naturelles. Bon, elle ne serait pas la première ministre d'une autre province qui ne comprendrait rien au Québec, alors il n'y a pas de nouveauté là-dedans, dans un premier temps. Deuxièmement, effectivement, elle n'a aucune idée du pourcentage de gaz naturel. Si son modèle, c'est l'Ontario, moi j'ai vécu dans les deux, presque tout le monde est au gaz naturel. Ici, on est à l'hydroélectricité. Alors, on est complètement ailleurs. Mais surtout, ça voudrait dire qu'il faudrait que le gouvernement du Québec soit comme celui de l'Alberta, un gouvernement qui pense que les changements climatiques, ça compte pas, c'est pas important et qu'il n'y aura pas de transition. Ça m'étonnerait beaucoup que le Québec, qui a une grosse carte à jouer dans la transition, trouve que c'est un discours particulièrement payant. Voilà. J'ai trouvé ça révélateur qu'elle dise que le Québec a des réserves pour 200 ans. On dit que le gaz est une énergie de transition, mais si la transition dure 200 ans, demandez aux climatologues de modéliser quel genre de hausse du climat mondial ça donnerait, avec quelles conséquences. Mais Trump l'a dit, Hélène, ça n'existe pas. Tout ça est une grande arnaque. S'il le dit. Je le sais. Voilà. S'il le dit, c'est vrai. Et il fait 30 degrés dans le moment pendant que je vous parle à Montréal. Oui, exactement. Très bien. Est-ce que c'est presque fini. Hélène Buzatti, Chantal Hébert, Paul Journet, on va néanmoins surveiller demain cette séance de travail entre M. Carney et M. Trump. Merci de nous avoir parlé. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.